Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Vaccinez-moi, vaccinez-moi, vaccinez-moi et laissez-moi retourner dans le bar en bas de chez moi. Dire aux athlètes russes et aux Biélorusses qu'ils ne sont pas les bienvenus à Paris. Tant qu'il y aura des femmes, le monde aura une âme. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, oui. Tant qu'il y aura des femmes, vous savez que l'Arabie Saoudite a été nommée effectivement président de la commission de droits des femmes à l'ONU. On va en parler, mais auparavant, on va avoir beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de choses. En ce jeudi, effectivement ensoleillé, heureusement, peut-être pas partout. Alors nous allons parler d'abord, nous allons recevoir Malika Sorel. Malika Sorel, on l'a déjà reçue, et toujours avec plaisir. Elle est écrivain, elle est essayiste. Elle a été en politique avec Dominique de Villepin, avec François Fillon. Et là, elle vient d'être nommée, elle est numéro 2 sur la liste du Rassemblement National avec Jordan Bardella. Pourquoi, comment, il y a eu une petite polémique, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir les cohérences des engagements. Et avec Malika Sorel, on va en parler. Et puis on va parler avec Xavier Azalbert de François, du média online François, qui a suivi depuis des années, avec Bon Sens Org aussi, la fameuse enquête sur les rapports entre Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, Albert Bourla, PDG de Pfizer, et sur les fameux achats pour des milliards de dollars, des milliards d'euros, des vaccins anti-Covid pour l'Europe. Où en est-on aujourd'hui? Vous verrez que l'opacité est de plus en plus épaisse. Et pourquoi? On va en parler. Et puis en seconde partie d'émission, on recevra Jacques Attali. Jacques Attali, écrivain, essayiste, qui a été, comme on le sait, très longtemps, pendant 10 ans, le conseiller spécial de François Mitterrand à la présidence de la République, de 81 à 92, qui ensuite a fait énormément de choses, d'écrits, etc. Et il vient de sortir un livre qui s'appelle « Histoire et avenir de la consolation ». Qu'est-ce que c'est que la consolation et de quoi peut-on se consoler aujourd'hui? Dieu sait qu'il y a des motifs de chercher à se consoler. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos débats. On entend des choses qui changent un peu de la doxa généraliste qu'on entend trop partout. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Quand on s'appelle Malika Sorel, qu'on est femme essayiste, qu'on est à la fois politique, intellectuelle, et qu'on se présente sur la liste du Rassemblement National, numéro 2 sur la liste pour les prochaines élections européennes, qui, je le rappelle, seront tenues le 9 juin prochain. De quoi s'agit-il et qu'est-ce que ça dit de ce qui se passe en ce moment en France? On va en parler avec elle tout de suite. Sud Radio, André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. La douce France, bercée de tendre insouciance, c'est tout à fait le portrait de la France de 2024 en ce moment. Non, c'est Charles Trenet, comme vous le savez. Je vous parle d'un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître. Malika Sorel, vous avez été récemment, et vous avez toujours, je le rappelle ici, nous avons reçu à plusieurs reprises, vous avez écrit des livres passionnés, Dindon de la farce, le dernier. Mais nous tous. Nous. Et vous n'avez jamais eu votre langue dans votre poche, ni d'ailleurs votre pensée toujours aiguisée. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, parce qu'on en a parlé, il y a eu la polémique, de retrouver Malika Sorel? Je me rappelle, il y a eu des gens qui ont fait des polémiques sur les prénoms. Malika se retrouve sur la liste du Rassemblement National. Au départ, je voulais savoir, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui vous a amené, que vous dites la douce France, parce que vous avez toujours défendu la France, vous retrouvez là. Pourquoi? Parce que c'est une cohérence, c'est-à-dire que je considère qu'aujourd'hui, André, j'ai accompagné un certain nombre d'hommes politiques, et je leur ai toujours dit, et tout a toujours été clair, c'est que je ne travaille pas pour des hommes, mais pour la France. Et j'engage vraiment tous les citoyens à comprendre la gravité du moment dans lequel
nous sommes. C'est-à-dire que nous devons servir des idéaux et surtout se battre pour la continuité historique de la France. Et quand je dis ça, ça veut dire la dimension culturelle, ça veut dire la douceur de vivre dont vous avez parlé. Et c'est une réalité. Depuis que François Fillon a été défait dans les conditions antidémocratiques, j'ose le dire, parce que je l'ai vécu de l'intérieur, que nous avons vécu. 2017, oui. Absolument, l'élection présidentielle, j'étais très proche de François Fillon et... Je suis orpheline, je ne trouve pas dans le monde politique des gens qui peuvent porter ce que moi je porte, ce que beaucoup d'autres Français portent. J'ai essayé, c'est-à-dire que je n'ai jamais été sectaire, j'ai toujours discuté avec tout le monde. Donc Valls, François Hollande, tout le monde me connaît dans ce milieu-là. Et même Emmanuel Macron. Même le président de la République. Oui. Parce que c'est pas Emmanuel Macron que j'ai écrit, c'est au président de la République. Ça fait une différence. Emmanuel Macron, qui avec ses positions ne m'intéressait pas. En réalité, il est à l'opposé de ce que je portais. Mais le président de la République, on peut toujours tenter et il faut tenter. Et en fait, c'est parce que vous vouliez servir de conseiller. la France. Oui. Vous avez dit, par exemple, quand vous avez ces fameux échanges de SMS dont on a beaucoup parlé déjà, vous avez dit, moi, effectivement, l'éducation nationale, il y a quelque chose à faire. C'était toujours dans la même cohérence. Vous dites, écoutez, il y a quelque chose à faire. Il faut se servir là, à ce niveau-là. Oui. Et moi, je suis prête à le faire. Mais absolument, tout à fait, absolument. Et je vais rappeler ici, parce que moi, je suis quelqu'un de pudique et je n'ai jamais étalé un certain nombre de choses, c'est que lorsque le président Sarkozy était à l'Élysée, son cabinet m'avait proposé d'être sous-préfète. Et ma première question a été est-ce que je pourrais continuer à m'exprimer? Et on m'a dit non, la préfectorale, vous êtes obligé vous êtes tenu au devoir de réserve. Et j'ai refusé, André. J'ai dit non. Alors non, la situation de la France est trop grave, je ne peux pas me taire. Et je ne me suis jamais tue. Tous ceux qui m'ont croisé, et vous en faites partie. Et vous continuerez à ne pas vous taire. Et je continuerai à encore plus maintenant. C'est-à-dire que là, je me retrouve dans une liste patriote qui a envie que ça change, qu'on enraye la chute de la France et même qu'on œuvre tous, Français de cœur et d'esprit, au redressement de la France. Donc je me sens très bien et je peux même vous dire, André, ça faisait longtemps que je ne ressentais pas cet apaisement, c'est-à-dire le sentiment que oui, là je vais être utile, je vais enfin pouvoir me battre, y compris au niveau de l'Union européenne qui entend transformer l'Europe en terre d'accueil, où la seule préoccupation, c'est de se dire, on accueille et on ventile, et les pays qui sont récalcitrants, 20 000 euros de dette, de sanctions par tête, par migrant refusés. Donc cette Union européenne qui nous amène à l'abîme, c'est terminé, il faut qu'on donne un coup d'arrêt. Ça, l'écologie punitive contre le monde des entreprises, donc avec les conséquences sur l'emploi, je vais porter tout ça. Alors Malika, Malika Sorel, vous n'avez pas quand même crainte que, vous savez, bon, tout parti, c'est une structure. Est-ce qu'on va pas vous dire, oui, mais écoutez, il y a quand même des mots d'ordre, il y a quand même des choses, et il faudra suivre, effectivement, comme dans tout parti, une certaine, je ne dirais pas doxa, mais une certaine ligne de conduite. Alors d'abord, moi je n'ai jamais été encarté nulle part. Ni sous Nicolas Sarkozy, je ne le suis pas et je ne le serai pas. Je suis, comme me qualifiait Elisabeth Badinter, elle aimait me dire, vous êtes une intellectuelle en politique. C'est ce que j'ai toujours été. Je pense que mon rôle, justement, c'est de faire réfléchir, de pousser au débat et surtout d'aller au fond des sujets. Donc, non, moi, je resterai égale à moi-même et puis je vais vous faire une confidence parce que souvent... une partie de la presse fait le procès du fonctionnement du Rassemblement national de Marine Le Pen, c'est que à l'intérieur, les discussions sont très démocratiques. J'assiste aux réunions, la parole est donnée à tout le monde, on discute sur le pourquoi, sur les arguments, sur ce qui se passe en France, sur ce qui se passe à l'international. Si vous n'êtes pas d'accord avec telle ou telle chose, vous pourrez le dire. Mais le Rassemblement national donne même la liberté de vote à ses députés. Vous en avez vu d'autres partis qui fassent ça ? Pas moi, c'est-à-dire que beaucoup de partis, j'en connais certains de l'intérieur, sans jamais avoir adhéré, ne donnent pas cette liberté. Donc je continuerai à porter les sujets que j'ai portés et à être fidèle à la ligne qui doit être celle de tous les Français, la défense de la France, point. Alors, Malika, je vous pose la question. Est-ce que vous n'avez pas vous ne pensez pas, comme on dit certains évidemment, esprits grécheux qui sont évidemment vos adversaires, mais il dit oui, mais Malika Sorel, ça va être la caution, du Rassemblement national, c'est formidable. Ils ont une Malika, c'est formidable. Qu'est-ce que vous dites à ça? Parce que on a entendu ça.
Oui, après, vous savez, ce que j'observe depuis dimanche, c'est que avant dimanche, à part vous et quelques journalistes, nul ne me connaissait, et puis à part François Fillon, Nicolas Sarkozy, qui m'avait décoré avec à l'Élysée. Vous avez fait partie du Haut Conseil. Tout à fait. Sous Nicolas Sarkozy, il m'a décoré en me disant... Malika Sorel, vous êtes le symbole et le défenseur de l'unité et de l'universalité de la République française. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de présidents qui diraient ça en décorant quelqu'un. Donc non, je n'ai pas peur. Et sincèrement, André, ce que je vois, c'est que depuis dimanche, on a essayé de me faire chuter avec la petite polémique du canard enchaîné qui révèle en réalité le fait que le président de la République ne devrait pas faire ça. Parce qu'il a montré qu'il n'avait pas de sang-froid, il a montré une fébrilité. On attend surtout dans le moment que nous vivons du président qui garde ses nerfs. Il ne devait pas montrer les SMS, etc. Non, moi j'ai eu des appels des journalistes étrangers qui me disent mais à l'étranger on en parle, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas, est-ce qu'il va aussi communiquer aux médias le contenu d'échanges entre chefs d'État? Donc c'est ça le plus grave dans cette affaire, c'est pas ce qui a été dit, c'est cette dimension. Et maintenant il a tellement peur qu'il appelle Édouard Philippe à la rescousse pour les européennes et François Bayrou. Donc non, je pense qu'il faut raison garder, il faut qu'on reste focalisé sur l'enjeu, sur le pays à redresser et déjà enrayer la chute. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés monstres. Et non, je n'ai pas peur parce que tout simplement, moi je suis moi-même. Avec mon prénom, avec mon histoire, avec tout ce que j'ai vécu. Et c'est justement ce qui fait ma force et qui fait qu'aujourd'hui, je dis aux Français... refusez et ne laissez plus les gens décider à votre place, parce qu'aujourd'hui vous êtes de plus en plus nombreux à vivre au quotidien les conséquences de l'impéritie d'une partie des politiques. Donc vous avez l'occasion inespérée avec ces européennes de dire nous existons et nous ne voulons pas être effacés. Alors justement, Malika Sorel, par rapport à ce qui se passe, en fait là, vous entrez, enfin, vous avez été effectivement avec Dominique Villepin, Nicolas Sarkozy, François Fillon, vous l'avez dit. Là quand même, est-ce que c'est une entrée au-delà? Bon, vous allez très vraisemblablement, pas besoin d'être devin pour dire que vous serez députée européenne. Oui. Numéro 2, évidemment, eu égard au sondage et au score. Bon. Très sincèrement, aujourd'hui, on va parler ensuite avec Xavier Zalbert et puis d'autres de ce qui se passe avec, vous savez, Ursula von der Leyen, les dossiers, l'opacité des dossiers, et puis il y a tellement d'autres choses, vous avez parlé en agriculture et ailleurs, les commandements. Mais au fond, moi c'est une question d'ailleurs que j'avais presque envie de demander à Jean Bardella. Est-ce que cette Europe, est-ce qu'il ne faut pas la secouer? Est-ce qu'il faut pas aller jusqu'au Frexit pour s'abstraire et pour s'affranchir de cette tutelle européenne? Je ne sais pas, je pose la question. Moi, sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas que je pense, c'est que quand j'étais déjà au Conseil d'intégration, nous étions en correspondance avec tous nos homologues en Europe et même au Canada, ils vivent la même chose que nous. Ils ne supportent plus cette commission hors sol qui bafoue le principe de subsidiarité, parce que il faut rappeler qu'à l'origine, au niveau de l'Union européenne, on ne devait s'occuper que de sujets où les États n'étaient pas assez efficaces. Notamment la santé n'était pas dans du ressort de l'Union européenne. Bien sûr, et il y avait également le fait que le principe de subsidiarité permettait à des pays de refuser d'appliquer certains textes au regard de leur identité culturelle et historique politique. Tout cela a été bafoué. Donc moi, ce que je considère, c'est que l'Europe, c'est une force, et il faut que ça le redevienne. C'est-à-dire, quand vous regardez les équilibres géopolitiques, pour peser en termes, parce que nous sommes dans une situation de bloc contre bloc, pour peser, il faut absolument retrouver la vocation initiale de l'Union européenne, c'est-à-dire que les forces des peuples s'additionnent et non s'annihilent. Ça veut dire qu'il faut retrouver l'Europe des projets. Par exemple, quand on construisait... Maintenant, les Anglais sont sortis, mais le Concorde avec les Anglais, Airbus avec plusieurs pays européens. Donc, il y a tout cela qu'il va falloir repermettre de nouveau, c'est-à-dire l'alliance d'entreprises sur le terrain, le fait de les aider à faire des consortiums, de faire en sorte que tout ce qui peut nous grandir, augmenter notre force et notre puissance soit utilisé. Mais par contre, lutter et mettre à bas toutes les forces qui sont en train de s'activer depuis des années pour nous noyer, pour nous effacer en tant que peuple. Et là, je dirais simplement un mot, André, sur
une loi qui pour l'instant n'est pas coercitive, mais qui a été votée en novembre 2023 sur la base d'un rapport qui s'appelle le rapport Verhofstadt, qui veut absolument transférer le peu de souveraineté, de levier d'action qui nous reste au niveau des États et des peuples au niveau de la Commission. Et donc c'est aussi une motivation pour m'engager. Je veux mettre fin à cette impéritie et surtout à cette attitude contre les peuples européens eux-mêmes. On va en parler encore avec vous quelques minutes après cette petite pause, Malika Sorel, parce que le problème est de savoir si c'est faisable ou pas, parce que tout va dépendre évidemment de la majorité qui va se dégager en Europe, et pas seulement en France bien sûr, au niveau du Parlement européen, parce qu'on a vu jusqu'à présent que c'était vraiment pas le cas. Ils jouaient beaucoup les figurants, mais pas autre chose. On en parle tout de suite après cette petite pause. Restez bien avec nous sur Sud Radio 0826 300 300. On prend toutes vos réactions. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Noté. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Malika Sorel, qui est numéro 2 sur la liste du Rassemblement National aux élections européennes. Juste, vous avez écrit il n'y a pas si longtemps à Emmanuel Macron, vous avez un SMS, vous disiez ceci, Malika Sorel, vous disiez, le général, Emmanuel Macron, président de la République, bien sûr, le général de Gaulle avait à ses côtés Couve de Murville et André Malraux. Et vous avez à vos côtés Stéphane Séjourné et Rachida Dati. Vous êtes méchante, là, un peu, hein? J'étais très sympa. Parce que je lui ai dit, Monsieur le Président, ça résume tout. Et je lui ai ajouté, c'est dommage que le Canard n'ait pas publié la suite, je lui ai dit, je ne puis penser, Monsieur le Président, que vous soyez insensible à l'image que l'histoire de France retiendra de vous. Donc j'ai été au contraire très sympathique. Oui, on verra. Comme il est très soucieux de son image, on verra la suite. Je voudrais revenir à l'Europe et au Parlement européen. Vous dites, hors antenne, on en a parlé, vous dites, mais il y a des moyens d'agir, parce que si la majorité reste peut-être amoindrie, enfin la majorité actuelle, disons, qui est plutôt dans le sens d'une fédération européenne encore plus grande, vous en avez parlé. Une dissolution des peuples, il faut oser le dire. Voilà, comme disait le grand écrivain allemand Bertolt Brecht. Ils vont dissoudre les peuples. Voilà, mais vous dites qu'il y a quand même, on peut jouer avec la minorité de blocage. Absolument. Ça veut dire quoi? On peut bloquer lorsque les projets apparaissent comme délirants, comme anti-peuple européen. On peut parfaitement bloquer. C'est pour ça. Et ça demande combien, vous savez? Je ne saurais pas dire, mais je pense sincèrement que, eu égard au vent qui se lève partout en Europe, les autres peuples européens aussi commencent à se réveiller, comme en France. C'est parfaitement jouable. Donc il faut que les Français comprennent que la balle est dans leur camp aussi. Ils ont une responsabilité. Il y a un enjeu. Moi j'estime que dans 5 ans c'est plié. C'est trop tard, vu ce que je vous ai dit. C'est-à-dire ils veulent instaurer un président de l'Union européenne, dissoudre les peuples. Chaque voix va compter. Et je vais vous rajouter quelque chose aussi. Il y a le fait que le parti Reconquête s'allie avec Giorgia Meloni, qui elle a déjà dit qu'elle allait voter pour la reconduction de von der Leyen au niveau de la Commission. Donc, pas une voix ne doit manquer pour faire en sorte que nous fassions chuter la Commission von der Leyen. Et pour moi, c'est évident, c'est la liste de Jordan Bardella. C'est la liste des patriotes. C'est normal, vous défendez votre... Non, mais c'est une réalité. Vous vérifiez, vous vérifierez. Giorgia Meloni et Reconquête a dit qu'ils étaient alliés de Giorgia Meloni. Sauf que Meloni a fait diminuer l'immigration. Meloni a dit qu'elle allait voter pour la reconduction de von der Leyen. Voulez-vous, oui ou non, que von der Leyen soit reconduite avec tout ce que vous avez déjà cité, André, sur ce qu'elle a fait, ou pas? Voilà. Et vous ne pourrez pas dire après que vous n'avez pas eu le temps d'aller voter, etc. Eh ben, vous subirez les conséquences. Donc c'est extrêmement important. Et puis je rajouterai également qu'il y a la possibilité d'alliances thématiques. C'est-à-dire que les alliances, c'est pas par parti, absolument, sur des sujets donnés. Donc, chaque voix va compter, c'est extrêmement important, et il y a un compte à rebours qui est enclenché. C'est-à-dire que l'horloge joue contre nous. Eh bien, qui votera verra. Merci Malika Sorel. Merci à vous. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Je ne sais pas s'il faut se vacciner ou pas. Ce n'est pas aujourd'hui le problème. Le problème, c'est où on en est.
Et on a déjà parlé avec vous, vous savez, dans Berkov, dans tous les États et sur Sud Radio. Au fond, alors aujourd'hui, on vous dit le parquet européen enquête sur des textes entre Ursula von der Leyen, le patron de Pfizer. On a parlé de l'affaire des SMS, on a parlé de tout cela. Et là, je voudrais en parler avec justement quelqu'un qui fait l'enquête, qui le suit depuis des mois, voire des années. C'est le fondateur et directeur de François de Média Online, Xavier Azalbert. Bonjour. Bonjour André Berkov. Alors Xavier Azalbert, et vous avez aussi évidemment l'association Bon Sens qui fait partie et qui est partie de cette enquête, de ce qui se passe. Je voudrais juste d'abord qu'on résume un tout petit peu, qu'on parle de ce tableau. Xavier Azalbert, au fond, les sommes qui ont été engagées par la Commission européenne, donc on rappelle que c'est la Commission européenne et l'Agence européenne du médicament qui décident d'acheter les vaccins et d'investir sur la santé pour toute la population européenne. Les États ont décidé non pas d'abandonner leurs droits, mais enfin de le déléguer. Alors aujourd'hui, on sait à peu près qu'est-ce qui a été investi et est-ce qu'on peut dire encore que l'opacité règne en maîtresse plutôt? Alors, c'est certain que c'est pas l'apanage de la transparence. Donc, les sommes en jeu, c'est 71 milliards. Ça fait partie des plus gros contrats qui ont jamais été vus en Europe pour la santé. On rappelle qu'il n'y a pas d'Europe de la santé en tant que telle. Il y a la prérogative est juste déléguée pour l'achat de ces thérapies vaccinales. Oui. Depuis 2020. Et le montant spécifique pour Pfizer, c'est de l'ordre de 44 milliards. Il y a eu plusieurs contrats. Il se trouve que nombreuses parties ont essayé d'obtenir ces contrats. Aujourd'hui, nous n'avons pas la transparence sur ces contrats, alors qu'ils sont financés par de l'argent public. Oui. Alors, on n'a pas de la transparence parce que, en général, on nous dit que c'est dans notre intérêt de ne pas avoir la transparence. Alors, je ne sais pas pourquoi ce serait dans notre Xavier intérêt. Xavier Azalbert, je vous arrête. Non, mais c'est très important parce que c'est-à-dire qu'à l'heure où on parle, vous et moi, et vous savez, ça fait des mois, voire des années que vous menez l'enquête, vous et d'autres, on ne sait pas les clauses de confidentialité des contrats passés avec les laboratoires pharmaceutiques et la Commission européenne. On ne les connaît pas jusqu'au bout. C'est biffé ou voilà. Voilà. Alors, si jamais on détermine, on peut dire qu'il y a des éléments que l'on sait, il y a des éléments que l'on ne sait pas. Ouais. Et c'est très important en fin de compte parce que on nous donne l'apparence que l'on sait, mais on rappelle qu'il y a quand même des députés européens, Michel Rivasi, Virginie Joron, qui ont été invités à aller dans une pièce noire à la Commission européenne pour voir justement ces contrats, et on leur a fait signer avant un accord de confidentialité, et donc on ne sait pas, on va dire, ce qu'ils ont vu. Il y a eu les contrats qui sont apparus en Afrique du Sud suite à une décision judiciaire, et du coup il y a eu des contrats qui ont été téléchargés dans le public, mais il manquait une page qui était la page des spécifications. Elle était encore noircie. Donc c'est très bien, en fait, vous achetez une voiture mais vous ne connaissez ni la couleur, ni le moteur, ni ce genre de choses. Si on ne connaît pas les spécifications, on ne sait pas ce que l'on achète. Donc par définition, l'opacité subsiste sur les contrats qui sont toujours caviardés, malgré le fait qu'il y ait des députés, il y ait des associations comme l'association Bon Sens, comme François aussi s'est occupé d'essayer de faire la totale transparence dans l'intérêt du public de savoir ce qu'il y a dedans. Mais le deuxième élément qu'il y a, c'est que autour de la négociation de ces contrats, il y a eu donc des groupes de travail qui se sont chargés de la négociation. Et là, il n'y a pas de transparence. En l'occurrence, il y a des SMS de Madame von der Leyen avec Albert Bourla. Oui. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, on résiste à les avoir. Et ici, on peut se poser la question, à quel titre a-t-elle envoyé ces SMS? Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a une plainte qui a été déposée par le lobbyiste Frédéric Baldan, où il y a deux des chefs qui sont des chefs nationaux. C'est l'usurpation de titres et la destruction de documents, puisqu'elle a dit ne pas les avoir. Donc, il dit à quel titre vous avez négocié, alors qu'on avait délégué à une task force, à un groupe de travail,
ces éléments. Donc, elle s'est injectée dans la discussion, mais sans qu'on sache vraiment à quel titre. Alors, peut-être qu'elle voulait accélérer, mais si jamais elle n'a rien à cacher, elle n'a qu'à les donner, les SMS, et comme ça mettra tout le monde d'accord. Nous, ce qu'on demande, c'est juste la transparence. À partir du moment où on nous cache quelque chose, eh bien, on sait très bien que l'opacité laisse place à beaucoup d'imagination, et plutôt que de laisser la place à l'imagination, laissons place aux faits. Donc, c'est pour ça qu'on demande ces informations. Alors, justement, Xavier Azalbert, là, on vient de dire que le parquet européen enquête sur des textes entre, justement, les textes entre Ursula von der Leyen et le patron de Pfizer, Albert Bourla. Alors, est-ce que vraiment, aujourd'hui, le parquet européen s'est emparé de la chose suite à, vous avez parlé, on avait reçu d'ailleurs Frédéric Baldan et son avocate Diane Prota, suite à la plainte belge, effectivement, et confiée à un juge d'instruction. Est-ce qu'aujourd'hui, au fond, est-ce que c'est une avancée que ce parquet européen, le PO, va s'occuper de cela ou pas? Alors, il faut quand même rappeler un petit peu les 4 chefs d'accusation de la plainte de Frédéric Baldan, parce que ça permet de comprendre la base pour laquelle le PPO peut intervenir ou pas. Alors, il y avait 4 chefs. Le premier chef, c'est l'usurpation de fonction. On a parlé des SMS, et à quel titre a-t-elle échangé avec le président de Pfizer. Le deuxième, ce sont ces SMS eux-mêmes qu'on n'arrive pas à avoir, qu'elle dit avoir détruits. Donc, il y a destruction de documents publics, puisqu'ils ont fait partie intégrale de la négociation. Le troisième élément, ça s'appelle la prise illégale d'intérêt. Et le quatrième élément, c'est la corruption. Le parquet fédéral européen, ce qui s'appelle le PPO, a été créé en 2021 avec comme objectif de traiter des affaires de la corruption quand cela affecte les finances des pays européens. Des pays européens. Et donc, sa compétence, elle est faite de manière à donner un pouvoir, alors sur des affaires de blanchiment d'argent, et c'est pour ça je me suis aussi intéressé à comment se fait-il que le PPO ne s'était pas déclaré compétent dans l'affaire du Qatargate, alors que bien sûr, on sait très bien que ça... Les fameuses valises pleines de billets d'un certain nombre de députés. Ouais, on est d'accord. J'ai été en contact avec le PPO qui me dit qu'ils suivent de très près l'enquête du juge d'instruction belge. Donc, ils sont en contact, mais l'enquête, elle est bien gérée par la Belgique. Alors, dans la situation de la plainte de Frédéric Baldan, et je rappelle qu'il n'y a pas que Frédéric Baldan, il y a d'autres partis qui se sont joints, il n'est pas tout seul. Il y a 2 États, la Pologne, la Hongrie, il y a 2 partis politiques, les Patriotes, le parti belge Vivant Ostebel, et puis il y a d'autres partis. Au total, une dizaine de partis. Alors déjà, au début, il y avait qu'une seule personne, mais on s'appellesoit qu'aujourd'hui, bien, il y a eu plus de personnes et qui veulent connaître la réalité, et les faits. Il y a d'autres partis, il y a la masse qui peuvent se sentir lésés de par le fait qu'ils ont payé des impôts pour des produits qui aujourd'hui ne s'avèrent pas avoir eu les bénéfices attendus et avoir des risques supérieurs à ça, qui peuvent s'estimer lésés parce que on aurait détourné de l'argent public ou mal utilisé de l'argent public. En l'occurrence, quand Frédéric Baldan dépose sa plainte auprès du juge d'instruction en Belgique, qui s'appelle le juge Freinet, à Liège, il la dépose avec ses 4 chefs. Et le PPO, lui, n'est compétent que pour la corruption et la prise illégale d'intérêt. Ce qui veut dire qu'il y a 2 chefs d'accusation, notamment l'usurpation de titres et la destruction de documents qui sont toujours avec le juge d'instruction. Alors, quand on titre que le PPO a repris l'enquête du Pfizergate, eh bien, c'est erroné. Alors, c'est erroné parce que le PPO peut avoir éventuellement une double compétence, c'est-à-dire elle peut dire avec le juge d'instruction belge, eh bien, sur la partie corruption et sur la partie prise illégale d'intérêt, coopérons ensemble, et ça serait logique. C'est déjà pas mal s'ils le font. C'est déjà pas mal s'ils le font. Oui, non, mais je veux dire, Xavier Azalbert, est-ce qu'ils peuvent pas commencer avec ça et collaborer, puisqu'il y a 2 chefs déjà, mais ces 2 chefs sont concernés par ce qui se passe? Tout à fait. Alors, ils peuvent collaborer, mais c'est pour ça que je dis que le titre de l'article et les conséquences sont qu'on a l'impression que le niveau européen a supplanté le niveau national. C'est-à-dire qu'elle se serait substituée ou aurait aspiré la compétence. Et ce n'est pas le cas. Le juge d'instruction Freinet est toujours en charge de cette affaire. Et le PPO n'a pas confirmé
avoir supplanté, on va dire, le juge d'instruction. Je comprends. On va en parler tout de suite après une petite pause. On va continuer à en parler parce que on va essayer d'avoir justement le tableau complet parce qu'il y a un scandale. Le scandale total, c'est ce scandale, vous avez déjà dit, de l'opacité et de l'argent dépensé, de l'argent public dépensé. Xavier Azalbert, vous restez avec nous et puis vous, chers auditeurs, vous aurez la parole 0826 300 300 pour réagir et poser toutes vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Xavier Azalbert, il ressort de tout ce que vous venez de dire et qu'on apprend et qu'on suit déjà depuis quelque temps, c'est que au fond, donc, moi une question très précise et rapide parce est-ce que le parquet aujourd'hui peut, soyons absolument clairs et précis et bruts, enterrer l'enquête, c'est-à-dire peut décréter oui, nous allons voir ça, y compris sur les deux chefs avec lesquels ils peuvent travailler avec le juge d'instruction belge et Baldan. Est-ce qu'ils peuvent enterrer l'enquête? Est-ce que tout ceci, parce que je rappelle que vous parlez de Politico qui annonçait justement que le parquet venait reprendre et ils ont posé une question directe sur les SMS manquants. Von der Leyen a déclaré tout ce qui était nécessaire à ce sujet a été dit et échangé et nous attendons les résultats. Ce sont les mots d'Ursula von der Leyen. Est-ce que ceci peut, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, malgré les enquêtes, etc., est-ce que ça peut continuer, en tout cas, rester comme ça, en l'état, pendant encore, bien après les élections européennes et pendant encore des mois, voire des années? Et je pense que ça va justement aller bien plus vite que on ne le pense, parce que le travail que l'on a fait, notamment pour essayer de voir où on en était dans cette enquête, parce qu'on rappelle que la plainte de Frédéric Baldan a été déposée le 5 avril 2023, et donc je m'étais inquiété de savoir est-ce qu'il y avait des réquisitions. C'est pour ça que j'ai contacté les diverses parties. D'accord. Et bien sûr, quand on travaille et qu'on enquête, on a des réponses. Donc en l'occurrence, le juge Freinet, qui est le juge belge, est toujours en charge. Le PPO a essayé d'acquérir la compétence d'acquérir la compétence. Alors on rappelle que c'est un parquet fédéral, oui. Et en faisant ça, pourrait, comme vous dites, essayer d'enterrer l'enquête en disant le citoyen Baldan n'a pas d'intérêt à agir, par exemple. Oui. Et donc voilà, circuler, il y a rien à voir. Alors comment peut-on rebondir? Vous dites que l'enquête peut aller très vite. Alors, elle peut aller très vite parce que quand j'ai enquêté et que j'ai parlé donc aux autorités judiciaires, on m'a dit que les parties allaient être entendues. D'accord? Donc, les parties vont être entendues. Je pense que ça risque d'être fait très prochainement. C'est ce qu'on m'a laissé entendre, si vous voulez. Donc, ça pourrait être courant du mois d'avril, courant du mois de mai, que c'est les parties, donc que Frédéric Baldan, que Florian Philippot, qui a déposé plainte, la Pologne, la Hongrie ont déposé plainte et soient entendus. Alors, ça serait normal qu'au bout d'un an, les parties qui ont porté plainte soient entendues. Après, bien sûr, il y a cette histoire de compétence entre le parquet fédéral et puis la Belgique, donc le niveau européen du parquet fédéral et le niveau national. Et là, il est évident qu'il y a eu des interférences politiques, et l'article de Politico de lundi constitue aussi une forme d'interférence journalistique, parce qu'il vise à créer une image qui n'est pas sincère et qui ne correspond pas à la réalité. Oui, donc déjà, mais en attendant, moi, ce qui me frappe, c'est que, bon, d'accord, il y a ces polémiques entre journaux, mais le vrai problème, c'est que aujourd'hui, quand Ursula vous dit, écoutez, moi, tout est fait, moi, j'attends les choses, elle a l'air très, très décontractée, Ursula von der Leyen. Elle a pas l'air très inquiète. Alors, je pense que si elle était si décontractée que cela, il n'y aurait pas toutes ces manœuvres par derrière et toutes ces volontés de ne pas faire de la transparence, parce que le PPO, avec lequel j'ai été plusieurs fois en contact, me
me dit constamment, écoutez, sous couvert de l'instruction, on ne va rien dire, on ne va rien dire, on ne va rien dire. On voit des articles fleurir en disant que le PEPO a repris. Et puis, du côté des instances juridiques belges, eh bien, le juge Freinet est toujours en charge du dossier. Donc, par définition, on voit bien qu'il y a une forme de petite bataille. Et cette bataille, elle est préjudiciable à l'intérêt des citoyens, à l'intérêt du contribuable, dans la mesure où ce qu'on essaye de faire, c'est de dire non, le PPO, c'est exactement comme quand on a acheté les contrats, des contrats des vaccins, eh bien, on a sous-traité tout ça à un organe central. Et le PPO, ici, veut aspirer la compétence nationale de manière à ne plus avoir cette compétence locale. Et ça entraînerait éventuellement un déni de droit d'être une victime au niveau local, à Frédéric Baldan ou aux diverses parties. Donc ça, c'est un réel problème. Il faut savoir que le PPO est nouveau, que tout cela, c'est nouveau, des plaintes comme ça, et que les domaines de compétences de l'EPPO ont été définis d'un commun accord et ont été ratifiés. Donc aujourd'hui, il se pourrait qu'il y ait un dialogue de compétences, il devrait y avoir un dialogue de compétences, mais ça ne doit absolument pas empêcher le droit des victimes d'être une véritable victime. Oui, et puis le droit des peuples européens à savoir comment tout cela a été. Vous savez, on a parlé de 16 milliards de dollars qui se sont évaporés. Il y a eu tout cela, vous savez, il nous faudrait des heures pour en parler, bien sûr. Mais ce qui est hallucinant dans cette histoire, Xavier Azalbert, c'est qu'on a dépensé très bien, mais on ne sait pas comment ça a été pensé, vers qui c'est allé, et qu'on n'est pas aujourd'hui, on est en démocratie, l'Europe se présente très bien comme démocratie, qu'on n'ait même pas la totalité des pages confidentielles, des contrats, enfin, je veux dire, on nous traite vraiment comme des enfants de 5 ans, quoi, je veux dire. Alors, oui, André, moi je suis pas d'accord qu'on ne sait pas exactement. Il y a une chose qui est sûre, c'est que le bénéfice, il est allé à certaines personnes, au moins les laboratoires. Donc, on sait qu'il y a aussi des campagnes de publicité, qu'il y a des lobbyistes qui ont été payés. Donc, il est évident que le flux d'argent est allé vers les labos. Le risque, il est avant tout sur les contribuables parce que ce sont eux qui ont payé, et il est aussi sur les clients parce qu'on est devenu client des laboratoires pharmaceutiques en achetant des produits médicamenteux. Donc, et en les achetant à plusieurs, on les a achetés pour nous pour plusieurs doses. Donc, on est devenu en plus des clients récurrents. N'oublions pas une chose, c'est qu'avant tout, tout ça, c'est pour nous soigner, c'est censé pour nous soigner. Donc, dans notre intérêt, on nous a vendu l'intérêt général au détriment de l'intérêt individuel. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons le risque sur notre propre personne, et ce risque, il devient individuel. On a collectivement payé, la collectivité a payé. Ça devrait être le devoir des journalistes, le devoir des parquets nationaux de s'assurer que l'argent et même de la Cour des comptes, de s'assurer que l'argent est utilisé à bon escient. Mais bien, c'est ce qu'on essaye de faire. Oui, mais attendez, Xavier Azalbert, et ça devrait être, pardon, vous parlez, et ça devrait être enfin, que je sache, ça devrait être le devoir des gouvernements, des États. Il y a encore des nations en Europe. Pourquoi? Eh bien, c'est pour ça que Pologne, on rappelle la Hongrie. Pourquoi tous les autres ne posent pas des questions? C'est quand même. Alors, mais c'est pour ça quand même qu'il y a 2 États qui se sont joints à la plainte. On rappelle que donc l'information qu'on a découvert au travers de notre enquête le 20 février exactement, et on a publié ça le 17 mars parce que j'ai voulu la valider. Et ça prend du temps, comme vous savez, de faire ce travail. On a découvert que la Pologne et la Hongrie, et voire un 3e pays, et voire un autre pays encore. Mais donc on a une certitude sur deux pays, Pologne et Hongrie. Sauf que la Pologne de Donald Tusk veut revenir dessus, paraît-il. Alors, ça, encore une fois, c'est quand je prends note de l'article de Politico, il dit que la Pologne veut se sortir de cette plainte, se retirer de cette plainte. Et moi, je dis, mais attention, sur quelle base juridique, quand on a fait une déclaration d'une plainte pénale avec partie civile, comment peut-on en sortir? Et donc, l'article ne l'explique pas. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai posé la question à des juristes, j'ai regardé comment peut-on faire, et en fait, la plainte n'est plus disponible. C'est-à-dire que c'est maintenant au parquet, au juge d'instruction, de soit classer sans suite, soit de proposition sans suite, mais ce n'est plus à Donald Tusk. Et ce que l'on oublie de mentionner, c'est que Donald Tusk est du même parti que Ursula von der Leyen. Donc ça ressemble énormément à un renvoi d'ascenseur. Et que aujourd'hui, c'est et dernier point sur Tusk, qui est quand même, il n'était pas en charge du gouvernement en Pologne lorsque la crise Covid est arrivée. Et donc il ne peut pas quand même, avec un nouveau gouvernement, dire bien écoutez, avec l'ancien gouvernement, il
doit assumer les conséquences de l'ancien gouvernement. En tout cas, on voit que, et c'est très bien que beaucoup, dont vous et d'autres, enquêtent, mais on voit qu'on n'est pas sorti de l'auberge et on voit surtout, et on le voyait vraiment, est-ce qu'on veut, vous savez, quand Malika Sorel, et je ne suis pas d'accord avec elle sur beaucoup de choses, mais quand elle dit qu'on cherche à dissoudre les peuples, je me demande si malheureusement certains, je dis bien certains, pas tous, loin de là, n'ont pas cette véritable intention, parce que ce qui se passe là actuellement dans cette histoire de von der Leyen, de la Commission européenne, des produits pharmaceutiques, des gouvernements, montre très bien comment on traîne les pieds. En tout cas, merci à vous et à André, juste une petite chose qui est, je pense, importante à rajouter, c'est que en Allemagne, il y a eu un journal qui s'appelle Multipolar Magazine qui a obtenu 1000 pages, 1150 pages exactement, du Robert Koch Institute, qui est l'organisme qui a géré la crise. Il y a 150 pages qui sont encore qu'à regarder. Ce qui veut dire que dans notre peuple, avec nos voisins, notre allié européen, eh bien, les journalistes ont déjà fait le travail. Les députés commencent à demander des comptes au gouvernement. Donc, c'est pour ça que je dis que ça peut aller très vite. La transparence arrive. Dans ces 150 pages, il peut y avoir des éléments sur la manière dont les contrats ont été négociés. Et on rappelle que l'Allemagne est quand même le pays originel de Ursula von der Leyen, qui est aujourd'hui bien embêtée. Et la question qu'on peut se poser, finale, c'est une question politique, c'est comment des partis comme Renew, comme des partis comme d'autres, continuer à la soutenir quand on est empêtré dans de telles affaires. C'est une très bonne question. Merci Xavier Azalbert. Écoutez, on suivra avec vous et on suivra tout cela. Mais effectivement, c'est une vraie question très grave pour nous, pour notre présent et notre avenir. On marque une petite pause, on se retrouve après les infos de 13h. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h04 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face avec quelqu'un qu'on ne présente plus, justement, Jacques Attali, haut fonctionnaire et surtout écrivain, auteur, qui vient nous voir pour ce nouveau livre, Histoire et avenir de la consolation aux éditions Flammarion. Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Alors, oui, il y a de quoi vraiment essayer de se consoler en ce moment, Jacques Attali. C'est pas évident. C'est pas évident, et je ne parle pas seulement de politique, je ne parle pas seulement des guerres, je ne parle pas seulement des foyers d'éruption. Mais c'est intéressant parce que là, vous avez fait un livre, c'est chez Flammarion, Chant et Essai, Histoire et avenir de la consolation. Je rappelle que c'est la même que vous avez fait déjà sur les médias et la cuisine, l'aliment. Premier caveat, André, on se connaît depuis 50 ans. C'est vrai. Nous sommes des amis très proches, même si nous avons d'innombrables différences, comme ça arrive chez les amis, mais nos différences de point de vue innombrables n'empêchent pas l'amitié indéfectible entre nous depuis 50 ans, qui ne s'est jamais rompue, quoi qu'il arrive. Je reviens à la question et je réponds en vous voyant, puisque telle est la règle du jeu. Oui, j'essaye, en dehors d'écrire des romans, des biographies, des pièces de théâtre, d'écrire, de mener véritablement une œuvre d'historien de l'avenir. Et je prends des sujets sur lesquels j'écris une histoire du passé en nourrissant de l'avenir. Quand nous nous sommes rencontrés, j'écrivais le premier de ces livres, qui était une histoire et avenir de la musique. De la musique, absolument. Qui a donné bruit, et j'en ai écrit 20 à peu près aujourd'hui. Celui-là est le plus récent, j'espère pas le dernier, l'histoire de la consolation, mais en effet, j'écris récemment Histoire et avenir de l'alimentation, des médias, de la propriété, de l'amour, de l'éducation, très récemment, et de la géopolitique. Oui, alors justement, Jacques Attali, vous mettez ça, pourquoi vous mettre en perspective un peu, prendre tous ces domaines, que ce soit de la musique, effectivement. Je me rappelle que j'écrivais mon premier roman en même temps. La guerre des autres. Voilà. Magnifique roman. Merci de me le rappeler. Non, mais qu'est-ce que, au fond, ce qui m'a touché pour parler de la consolation, c'est qu'on est tous, et c'est vrai, qui n'est pas... Vous mettez au départ cette chose qui nous touche tous, qui que ce soit sur des milliards, la peur de la mort. La présence de la mort et il faut bien dire l'appréhension de la mort, si on veut un autre mot. Et oui, c'est vraiment le fil rouge. C'est le fil rouge aussi, d'ailleurs, de tous mes autres livres sur l'histoire d'eux, parce que quand on regarde n'importe quel sujet, qu'il s'agisse de la propriété, qu'il s'agisse de la géopolitique, de la guerre, de l'amour, la mort rôde toujours autour. Et lorsqu'on parle de consolation, c'est évidemment par rapport à la peur de sa mort,
à la peur de la mort des autres, de ceux qu'on aime, oui. à la peur des morts plus symboliques, qui sont les morts d'un amour, d'une rupture, de la mort d'une amitié que nous n'avons pas connue, toi et moi. Non. De la mort d'une relation professionnelle, 1000 choses. Et j'ai essayé de montrer qu'à travers l'histoire, et l'avenir nous en fournira des formes incroyablement nouvelles, il y a eu des constantes dans toutes les civilisations, les sociétés dites primitives, mais qui n'étaient pas du tout, des religions, qu'il s'agisse des religions juives, musulmanes, hindouistes, chrétiennes, ou romaines et grecques, qui ont été d'extraordinaires moments de réflexion sur le deuil, le chagrin, la perte, la rupture, en sachant qu'on passe à des époques où la mort était incroyablement présente. On mourait beaucoup plus vite et beaucoup plus couramment qu'aujourd'hui. Plus jeune, bien sûr. Donc la mort n'était pas autant un scandale qu'elle l'est aujourd'hui, même si on le voit dans des textes que je cite, quand la perte d'un enfant reste de l'Antiquité la plus ancienne jusqu'à aujourd'hui le pire des chagrins imaginables, le pire scandale qui soit. Mourir après ses enfants, c'est insupportable. On voit que ces chagrins appellent toujours les mêmes réponses, c'est-à-dire le refus, la colère, l'acceptation ou pas, la vengeance parfois, la résignation, le dépassement qui peut aller vers la sérénité ou pas. Oui, tous les sentiments sont... Et tout ça sont des étapes qui sont franchies soit d'une façon purement intellectuelle, soit avec des rites qui, dans les différentes religions, permettent de passer chacune de ces étapes. Mais est-ce que quelque part, quand on dit, vous savez, faire le deuil, ce n'est pas une manière aussi de consolation? J'ai fait le deuil, travail de deuil. Le travail de deuil fait partie de ce que je viens de décrire. Le travail de deuil, c'est le moment où on passe de la révolte à l'acceptation, qui se produit en plusieurs étapes. Dans certaines religions, on dit il faut une semaine, puis 15 jours, puis un mois, puis un an, puis 3 ans, puis 10 ans, enfin toutes les religions organisées. D'ailleurs, il y a même des sociétés dans lesquelles on refait les funérailles au bout de 3 ans ou au bout de 10 ans, pour vraiment que ce soit le moment où on accepte que la mort soit partie. Le travail de deuil est en général accompagné par le religieux jusqu'à ce que nos sociétés deviennent laïques. Et on le voit, par exemple, un phénomène très intéressant, c'est que en Occident, l'Église catholique s'est tout le temps opposée jusqu'au XIXe siècle à ce qu'on aille dans les cimetières, en considérant que l'endroit où on doit prier, c'est les églises, et que les cimetières, c'est pas bien, parce que les cimetières, il n'y a rien, c'est la poussière, et que les âmes, puisque les religions nous amènent à croire aux âmes, les âmes sont ailleurs, pas dans les cimetières, donc il ne faut pas aller dans les cimetières. Et c'est à partir du moment où apparaissent ce qu'on appelait le siècle des Lumières, c'est-à-dire la distinction, la distance prise avec le religieux, qu'on a commencé à considérer que le souvenir était séparé des âmes auxquelles on croyait moins, comme on croyait moins à l'enfer et au paradis, et où les cimetières ont commencé à prendre une présence, et on a commencé d'abord à les prendre au sérieux, parce qu'avant on jetait les corps, on refaisait les cimetières à toute vitesse. Oui, sans parler de la fosse commune et compagnie. Voilà. Et qui était assez fréquente, qui n'était pas un scandale. Et on a commencé à organiser les cimetières comme des jardins, comme des lieux de promenade, comme des lieux de souvenirs. Et pour rendre tolérable la mort, puisqu'il n'y a aucune société qui peut survivre si elle ne rend pas tolérable la mort. Jacques Attali, vous avez peur de la mort, vous? Non. Je fais le vous, pas l'ami. Oui. Vous n'avez pas peur de la mort? Non, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi je ne l'avais pas. Même s'il m'arrive parfois d'être comme tout le monde, extrêmement hypochondriaque. Mais je regarde toujours, je regarde l'après avec passion. Je regretterais de plus être là. Je regretterais de plus être là pour protéger mes enfants. Je regretterais de plus être là pour protéger et pour aider tous ceux qui sont pas mes enfants, mais que je considère comme proches de mes enfants, c'est-à-dire tous ceux qui sont aujourd'hui vivants. Et je crois qu'on a tous un rôle, ce serait idéalement de considérer que tous les êtres humains vivants et à venir méritent d'être protégés autant que ses propres enfants. Mais il n'y a pas l'angoisse, franchement, à un moment donné. Moi je dis, des fois, il y a une angoisse qui passe. J'ai peur d'en avoir peur.
Mais j'en ai pas peur. Voilà. C'est comme en avion, je prends très souvent l'avion. Maudit, je suis certainement à critiquer de ce point de vue, d'un point de vue écologique. Je prends très souvent l'avion et j'ai toujours peur d'avoir peur de prendre l'avion. Et ça n'est pas venu. Voilà. Ça viendra. Peut-être, mais ça n'est pas venu. Ou pas. On va continuer à en parler de cette consolation et puis de ce qui se passe effectivement autour de nous, parce que c'est très important après cette petite pause. Et puis vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour réagir. Il est 13h13 sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. On est une grande famille sur Sud Radio et je suis très très fier d'en faire partie. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Jacques Attali, 87 romans et essais. 20 millions d'exemplaires vendus et traduits en 40 langues. Ce qui prouve que, franchement, on peut pas dire de vous que vous avez un following, comme on dit, et confidentiel. La question que je veux poser justement par rapport, d'ailleurs ça vaut pour tous les gens qui écrivent, font, œuvrent dans tous les domaines possibles et imaginables, que ce soit en politique ou dans les arts ou dans la philosophie ou autre, ou dans l'artisanat. Je me rappelle de cette phrase de Valéry Giscard d'Estaing qui disait « La postérité, je suis sûr que la postérité ne gardera aucune image de moi ». Est-ce que, Jacques, très franchement, Jacques Attali, vous pensez, vous, à dire, bon, mais j'ai écrit ça, j'ai fait un certain nombre de choses, j'espère que ça restera, ou c'est pas votre préoccupation? C'est une préoccupation essentielle. J'écris pour essayer d'influer sur l'avenir, et pour influer sur l'avenir, il faut être présent dans l'avenir. Donc j'en sais rien. Si on prend des exemples immenses, Léonard de Vinci était convaincu qu'il resterait dans l'histoire comme un grand ingénieur militaire. J'ai jamais voulu être ministre, même si on me l'a proposé, mais même si c'est un métier magnifique et nécessaire à la démocratie, parce que j'ai toujours pensé que l'avenir d'un écrivain, c'est d'être écrivain, et que l'avenir d'un ministre, c'est d'être ancien ministre. Mais je n'en sais rien. Il est possible qu'on ne retienne de moi qu'une demi-ligne disant que j'étais le conseiller spécial de François Mitterrand, et qu'on oublie mon travail d'écrivain, qui pour moi est beaucoup plus important que le reste. J'aimerais rester pour mes livres, oui, pour certains en tout cas, qui me paraissent, en tout cas, m'incarner ou dire des choses qui peuvent être utiles dans l'avenir. Je pourrais citer 5 ou 6 livres dont j'aimerais vraiment qu'ils soient lus dans un siècle. Lesquels pour vous vraiment les plus importants? Je dirais Bruit, je dirais La vie éternelle, mon premier roman, je dirais le Bienheureux sous notre monde, un roman récent, je dirais celui-là aussi. Et certains essais sur Pascal, notamment. Ma biographie de Blaise Pascal, oui. Mais justement, par rapport à ça, en tout cas, vous écrivez évidemment, vous espérez rester comme tous. Après, comme vous dites, vous n'êtes pas maître, personne d'entre nous n'est maître de ce qui se passe ensuite. Est-ce que vous estimez que, vraiment, en regardant maintenant avec le recul, et le recul est assez grand, qu'est-ce qui resterait de votre passage, qui n'a pas été rien, quand même, je rappelle, en politique, 10 ans conseiller spécial de François Mitterrand, vous aviez engagé quelqu'un avec vous à l'Élysée qui s'appelait François Hollande, vous avez fait, je dis rapidement, vous avez fait une commission Attali en 2008, dont le secrétaire s'appelait Emmanuel Macron. Donc, vous avez quand même joué un rôle, pesé ou pas pesé, c'est pas le problème du poids, c'est le problème que même vous avez été très acteur, en tout cas attaché de cette vie politique. Aujourd'hui, avec le recul, vous en tirez quoi? Franchement. D'abord, j'ai aussi essayé d'être utile internationalement, puisque j'ai créé des institutions internationales nombreuses, et que j'ai travaillé aussi pour le secrétaire général des Nations Unies sur les questions de désarmement nucléaire. Sur les sujets proprement français, je n'ai conseillé qu'un seul président, qui était François Mitterrand, puisqu'on peut conseiller quelqu'un que quand on est proche de lui en permanence, et j'étais dans le bureau d'à côté pendant 10 ans, donc c'est le seul titre que je peux revendiquer, et je suis très fier de ce qu'on a fait pendant 10 ans. Très fier. Ouais. Très fier. Vous ne regrettez rien? Rien, absolument rien. Toutes les réformes qu'on a faites, d'ailleurs la plupart n'ont pas été remises en cause
les radios. Sans cela, on ne serait pas ensemble. L'abolition de la peine de mort, la dépénalisation de l'homosexualité, la décentralisation, les lois sociales de l'époque. Je n'ai rien à... Je suis très fier de tout ce qu'on a fait. Qui, encore une fois, aujourd'hui sont considérés comme des évidences et pas contestables. Ensuite, vraiment, le hasard de la vie a fait que j'avais comme assistant un garçon qui ensuite est resté un ami et est devenu président de la République. J'ai eu comme assistant quelqu'un qui est aussi devenu un ami et qui est devenu président de la République. Vous l'avez pas fait exprès, ça? Mais non, c'est des hasards de vie. Et je ne suis pour rien. Le fait qu'ils aient été mes assistants n'a pas déterminé leur carrière. Ils seraient certainement devenus président de la République l'un et l'autre s'ils ne m'avaient pas rencontré. Voilà, c'est un hasard. Et je n'ai pas joué de rôle particulier auprès d'eux, même si ce sont des amis et qu'il m'est arrivé ou qu'il m'arrive de les rencontrer. Et je reste aujourd'hui très fier de ce qu'a fait François et je suis avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe aujourd'hui. Vous n'avez pas quand même un peu de recul, un peu de recul. Non, je veux dire, vous avez quand même, vous pouvez avoir une certaine distance par rapport à telle ou telle décision qui prennent telle politique. Oui, bien sûr. J'ai écrit un éditorial la semaine dernière dans les Échos très très dur sur la conduite actuelle des affaires. Donc je le dis publiquement. Peut-être m'arriver en privé de dire des choses aussi sévères, mais je le dis en public et je l'ai dit. J'ai dit, je ne veux pas que notre pays soit condamné à être en faillite, livré en faillite dans les mains de Marine Le Pen. Voilà. Et j'ai élaboré là-dessus dans mon éditorial de cette semaine dans les Échos. Donc il m'arrive d'être extrêmement sévère. Sur François Mitterrand et sur notre période de pouvoir, j'ai beaucoup de mal à être critique, parce que je suis vraiment très fier de ce qu'on a fait. Est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Bien sûr, avec le recul, on aurait eu tas de choses qu'on aurait pu faire autrement, mais la conduite des affaires européennes, la conduite des affaires internationales, ce qu'on a pu faire en matière de réforme française, on aurait dû faire plus, si j'avais à le dire, sur l'éducation et sur la mobilité sociale. Oui, alors vous jouez non pas l'avocat du diable, mais l'avocat de ceux qui disent que la dérive, la faillite a commencé à 40 ans. Vous savez, désindustrialisation, culte du tertiaire, agriculture qui est dans l'état que vous connaissez au moins aussi bien que moi, Jean-Marie Le Pen à l'heure de vérité et la création des SOS Racisme, l'immigration, etc. Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même, je vous pose la question, un peu avec l'enfer étant pavé de bonnes intentions, avec sûrement de la sincérité, des choses qui auraient pu peut-être... Oui, mais vous mettez dans le même sac des choses qui pour moi sont en effet des catastrophes, comme la montée de Marine Le Pen, et des choses qui pour moi ne le sont pas, à savoir une immigration intégrée et assimilée dans la société française. Quand elle est intégrée et assimilée. Voilà, donc il ne faut pas tout mettre ensemble. Est-ce que, quant à la désindustrialisation, c'est le contraire. En 81, nous avons sauvé l'industrie française en la nationalisant. Elle était en faillite, l'industrie française. Et il n'y avait pas d'actionnaires privés disponibles puisqu'il n'y avait pas de marché financier. Nous avons nationalisé, créé un marché financier, et ensuite, on a pu les rendre au marché. Donc je pense que c'est pas à ce moment-là que ça commence, c'est un peu plus tard, dans les années 90, quand on commence à parler de... on a quand même vendu les bijoux de famille, Jacques Attali, vous le savez. Alstom, oui, etc. Beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Pas au moment de François Mitterrand. Bien sûr. Au moment de François Mitterrand, on ne l'a pas fait, et c'est la privatisation de 86 par Jacques Chirac, dans la période de cohabitation, qui commence à mettre tout ça à l'encan, et qu'on aurait pu éviter, à laquelle nous nous sommes opposés. Mais le discours sur la fin de l'industrie est un discours qui commence dans les années 90. Je ne serais d'ailleurs pas aussi élogieux à l'égard du deuxième mandat de François Mitterrand que du premier, parce que je considère que pendant le deuxième, il n'avait pas de projet ou de programme précis, et il a magnifiquement géré ce qu'il avait à gérer en politique internationale, et presque rien fait de sérieux de réforme en matière intérieure. Mais oui, on peut dire que le déclin industriel commence au milieu des années 90. Mais 30 ans déjà. Voilà. Et que... mais malgré tout, il y a eu des choses qui ont été reprises. Par exemple, on dit beaucoup que c'est Emmanuel Macron qui a relancé la Start-up Nation, le développement industriel, etc. Pas oublier que les deux réformes majeures qui ont permis la relance industrielle française sont une réforme fiscale qu'on appelle le CICE, qui est de François Hollande, et la création d'une banque publique d'investissement industriel,
la BPI qui a été créée par François Hollande. Donc il y a souvent des choses qui finissent par avoir un impact, mais on oublie leurs sources. Bien sûr, et puis ça ne se passe pas en 3 semaines, effectivement. Voilà. Mais quand même, Jacques Attali, c'est intéressant, parce que on prend le recul, là, on n'est pas en train de... c'est par exemple le fait que le paracétamol va en Chine, le fait qu'on a délocalisé, désindustrialisé, en disant oui, c'est pas pour nous ça, allez, prenons les prestataires de services. Oui, ça c'est une tendance qui a été très générale. Ouais. Qui était une tendance de ne pas faire ce que moi j'ai toujours conseillé de faire. Et naturellement, je peux pas dire que je suis pas aux affaires depuis la fin des années 80. Donc, j'ai toujours considéré qu'il était très important de faire un scénario du pire et de créer des conditions pour que si ça se produise, on soit protégé. On l'a pas fait, en particulier sur les sujets que vous dites. On n'a pas créé les conditions d'une souveraineté. La bonne règle, serait de ne pas dépendre d'un pays pour ses fournitures pour plus de 25%. Ouais. Et cette règle qui suppose d'avoir tout le temps à l'esprit les scénarios du pire, on me reproche souvent d'être un pessimiste, que je ne suis pas, ou de faire une politique du pire. Je crois qu'il faut faire les scénarios du pire parce que c'est la seule façon d'éviter que le pire arrive, c'est de le prévoir. Oui. Alors, vous avez raison, sur les sujets dont on parle là, on n'a pas fait les scénarios du pire. Et il y a bien des domaines, prenez des sujets de grande actualité, les inondations. On sait depuis très longtemps que les inondations sont possibles. Mais la preuve, c'est qu'il y en a eu. Ben oui. Et on a cru que l'assurance était une réponse. Mais l'assurance n'est pas une réponse. L'assurance est une façon de financer nos turpitudes. Et les assureurs, qui d'ailleurs aussi sont assez largement coupables, n'ont pas exigé autant qu'ils auraient dû de la part de ceux dont ils couvrent les catastrophes, qu'ils fassent le nécessaire pour que les catastrophes soient moins coûteuses. En fait, le scénario du pire, on ne voulait pas l'envisager en disant c'est pas... Ça n'arrivera pas. Et si ça arrive, il y a les assurances qui vont payer. Et les assurances, eux, contents d'encaisser les primes, n'ont pas exigé de leurs clients de faire les inondations. On pouvait parfaitement éviter ce qui arrive aujourd'hui en ayant créé les conditions de réserve, de réservoirs de toute nature, en dehors des dimensions de prévision climatique. On va en parler tout de suite après cette petite pause. On se retrouve tout de suite avec Jacques Attali sur Sud Radio. Et puis pour intervenir, vous connaissez la procédure 0826 300 300 pour réagir et poser toutes vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Écoutez, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec Jacques Attali en général, il y a un livre que vous devez lire parce qu'il vous concerne. Il ne peut pas ne pas vous concerner, c'est Histoire et avenir de la consolation, parce que on est tous concernés par ce sentiment, par cette nécessité, que ce soit pour soi, pour les autres, pour tout. On va reparler tout de suite, mais je voulais finir, Jacques Attali, sur le côté où vous disiez, honnêtement, avec tout ce qu'on a fait avec François Mitterrand pendant 10 ans, les ans où vous étiez, vous, dans le bureau d'à côté, effectivement, il y a quelque chose. Est-ce que vous n'avez pas quand même, par rapport à ce qui est devenu, hein, une fois, je ne dis pas que François Mitterrand est responsable de cela, mais cette Europe que vous avez voulu, que François Mitterrand a voulu très fortement, on ne va pas rappeler. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe avec, on en parlait un peu plus tôt, avec Commission européenne, Ursula von der Leyen, les médicaments, etc. Est-ce que cette Europe ne devient pas, alors que c'était pas le but, l'Europe des nations qui devient l'Europe fédérale, qui devient l'Europe... Est-ce que vous avez aussi beaucoup écrit là-dessus? Est-ce qu'il faut dissoudre les peuples dans l'Europe, les nations dans l'Europe, ce qu'on vit aujourd'hui 40 ans plus tard? Est-ce que c'est pas un cinglant démenti? Pas du tout un cinglant démenti. Je pense qu'il n'y a pas trop d'Europe, il n'y a pas assez d'Europe pour moi. Il ne s'agit pas de dissoudre les peuples. La Bretagne n'est pas dissoute dans la France, elle reste, et elle est de plus en plus. La Corse le démontre aussi tous les jours. Elle n'est pas dissoute. C'est la même chose. Non, mais elle n'est pas dissoute dans l'Europe, dans la France. La France n'a pas dissous ni la Corse ni la Bretagne. Donc l'Europe n'a pas de raison de dissoudre. Nous avons, si on regarde le monde, nous sommes 8 milliards, 7 milliards et demi, 8 milliards. Les grandes puissances sont des grandes puissances démographiques, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, le Nigeria.
Nous avons besoin d'être une grande puissance. Nous avons besoin de mettre des moyens en commun. Ce qui ne veut pas dire de ne pas conserver notre identité. Moi, je suis favorable en particulier à une francophonie. J'aimerais que la francophonie soit aussi rassemblée que l'Europe. Si on avait les deux piliers de l'Europe et de la francophonie, j'en serais très heureux. Donc, je ne suis pas partisan de la dissolution de la France dans l'Europe. Mais ce que nous avons fait pendant 10 ans, on a construit une Europe qui était incomplète. Et on n'a pas réussi pendant ces 10 années, et ensuite ça a été assez largement oublié, à construire une Europe sociale, une Europe industrielle, puisqu'on a créé une Europe uniquement au service des consommateurs et pas des travailleurs ou des producteurs ou de l'industrie. Et ça, c'est une lacune qu'on paye très cher aujourd'hui, vous l'avez cité tout à l'heure sur différents sujets. Donc nous avons besoin aujourd'hui d'une Europe industrielle. Et on ne peut pas le faire à l'échelle de la France. Si on veut avoir une industrie de l'armement qui est si urgente aujourd'hui, l'exemple de l'industrie aéronautique le montre. Nous sommes la première industrie aéronautique de la planète. Pourquoi ? Si on l'avait tenté tout seul en France, on ne l'aurait pas fait, même si nous avons d'excellentes entreprises. Fait. Mais vous prenez, l'industrie aéronautique. L'Allemagne achète des F-16. Il y a un côté centrifuge en ce moment. Il y a toujours eu ce côté centrifuge depuis le début, puisque l'OTAN a été créé avant l'Union européenne. Il y a toujours eu ce côté. Mais en matière d'aviation civile, nous avons fait ce que les Américains n'ont pas aussi bien réussi que nous, si on voit ce qui malheureusement se passe chez Boeing en ce moment. Et en effet, si on doit créer une Europe de la défense, et je suis pour, mais si c'est pour que cet argent soit utilisé pour acheter des armes américaines, comme le font les Allemands et les Polonais, ça servirait à rien. Donc il faut non pas moins d'Europe, mais plus d'Europe. Oui. Mais justement, est-ce qu'on n'a pas créé la charrue avant les bœufs et l'euro avant le sentiment identitaire de l'Europe ? Non, parce que je crois qu'on ne peut pas créer un sentiment identitaire sans créer des instruments de l'identité. Et l'euro est un formidable instrument de l'identité, comme les Erasmus, qui fait qu'il y a des centaines de milliers de jeunes qui tous les ans vont passer du temps dans un autre pays européen. Il faudrait un Erasmus des apprentis, il faudrait un Erasmus des collégiens, il faudrait beaucoup plus d'interaction entre les différentes nations d'Europe. L'euro a créé cette identité. Vous avez cité les commissions dont j'ai présidé. Il y en a une qui est passée inaperçue, mais qui est une des rares choses que j'ai faites après François Mitterrand, qui a eu un impact complet en Europe. J'ai présidé une commission qui avait proposé, et ça a été appliqué, d'unifier les diplômes d'enseignement supérieur en Europe. Ce qu'on a appelé le LMD 358. Nous avons réussi, à partir de les propositions de cette commission, que j'ai fait pour Claude Allègre, alors ministre de Lionel Jospin sous la cohabitation avec Jacques Chirac, d'unifier tous les diplômes d'enseignement supérieur autour de ces 3 niveaux. Et ça s'est fait incroyablement. Il y a eu un accord européen, et aujourd'hui, ça paraît une évidence, mais on sait ce que vaut un diplôme de 3 ans, la licence, de 5 ans, un master de 7 ans, de 8 ans, un doctorat. Et ça permet de faire des études dans tous les pays européens. Tout ça sont des réformes fondamentale qui permet à l'Europe d'avoir les moyens de tirer les meilleurs chercheurs, de les garder, de rester à la hauteur des grands enjeux d'aujourd'hui. Il faut voir le monde, nous sommes 8 milliards, on n'est pas 70 millions. C'est clair, non, mais l'idée n'est évidemment pas de se replier sur son hexagone et sur son royaume. Mais à propos de ça, c'est très frappant, et je voudrais avoir votre... on voit très bien aujourd'hui ce qui se passe, par exemple, avec les appels, je ne veux pas parler... avec l'histoire de l'Ukraine, enfin ce qui se passait, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, etc. On voit 2 positions en disant oui, c'est l'Europe qui est en jeu, il faut qu'on aille en Ukraine, si on va pas en Ukraine, enfin je caricature, mais à peine, l'Europe c'est fichu, il y va de l'avenir de l'Europe. Mais justement, par rapport est-ce que ça se posait à l'époque, l'OTAN quelque part, l'Europe d'un autre côté, et puis vous étiez encore là quand il y a eu l'effondrement de l'URSS, 91, et je me rappelle des déclarations de Roland Dumas, qui était ministre des Affaires étrangères de Mitterrand de l'époque. Est-ce que franchement, ce qui s'est passé à l'époque, et où vous étiez encore là, n'a pas été un peu, à l'institution malgré l'accoucheur des déchirements d'aujourd'hui ? D'abord, face à la menace soviétique, qu'on peut comparer toute proportion gardée avec ce qui se passe avec la Russie d'aujourd'hui, nous avons eu raison d'être extrêmement fermes. François Mitterrand a été au Parlement européen, allemand, au Bundestag, qui à l'époque n'était pas à Berlin. Je me souviens comme d'hier de la rédaction de ce discours et de ce discours où il a dit les pacifistes sont à l'ouest, les missiles sont à l'est.
et la réaction qui a conduit à installer des missiles américains, parce qu'il n'y en avait pas d'Européens, face aux missiles soviétiques, a arrêté la menace soviétique. C'est on se trouve dans une situation, toute proportion gardée, assez voisine. Alors, en 89, 90, 91, c'était une période passionnante que j'ai eu le privilège de vivre au premier rang, où en effet, on a cru que l'effondrement de l'Union soviétique allait conduire à la démocratie généralisée. Et c'est ce qui s'y produit dans tous les pays d'Europe de l'Est. C'est-à-dire Pologne, Hongrie, Hongrie sous réserve de ce qui est devenu le régime d'aujourd'hui, mais la plupart des autres sont des démocraties flageolantes, corrompues, mais on voit partout que la corruption... Beaucoup de corruption. Oui, mais enfin, elle est partout dans le monde, dictature ou démocratie comprise. Donc c'est un travers de l'âme humaine. Malheureusement, et qu'il faut combattre, et que la démocratie permet de combattre de façon beaucoup plus transparente que la dictature. La corruption en Chine est absolument abyssale, phénoménale. Bon, donc on a réussi dans beaucoup de pays. On a réussi dans certains pays de l'ancienne Union soviétique. C'est le cas de l'Arménie, c'est le cas de la Géorgie. On n'a pas réussi en Russie. On est passé pas loin. Mais pourquoi on n'a pas réussi ? Est-ce qu'on n'a pas pris les Russies à l'époque, vous savez, on disait l'instation-service avec du nucléaire. C'était les moujiks. Il y avait quand même ça chez Brzezinski et compagnie, pas moi. Moi, je me suis opposé à ça, puisque j'étais à l'origine de l'invitation de Gorbatchev au G7 de Londres pour transformer le G7 en G8 et pour donner à la Russie une vraie chance d'être une nation européenne. Mais il y avait aux États-Unis, et il y a toujours des gens qui préfèrent la Russie comme un adversaire que la Russie comme un allié. Brzezinski et compagnie. Brzezinski qui renvoie à sa culture et son origine polonaise, et les Polonais étant en première ligne de la Russie, et on connaît l'histoire. Vous savez, on ne comprend rien à l'avenir si on ne comprend pas le passé. Le passé polonais permet de comprendre pourquoi les Polonais sont tellement méfiants à l'égard de la Russie. Donc oui, il faut du temps. Catherine II disait à Diderot que la Russie ne serait jamais une démocratie parce que c'est un trop grand pays pour être géré d'une façon démocratique. Ce que l'exemple américain ou canadien a montré, ou australien montre que c'est pas vrai. Mais la Russie sera un jour une démocratie, ça mettra du temps. Oui, en tout cas, non mais c'est vrai que je voudrais revenir à la consolation, mais juste un mot, je crois quand même qu'il y a un vrai problème aujourd'hui, que la démocratie, on la voit d'une certaine manière, c'est vrai, mais il se passe... Comment vous dire, actuellement, par exemple, c'est très intéressant de voir que on est allé, effectivement, on a mis des fusées un peu partout, mais quand je pense que, et on a eu des discours que Poutine voudrait entrer à l'OTAN, et que Poutine voudrait entrer dans l'Europe à un moment donné, il a proposé à Clinton. Pour l'OTAN, il a proposé ici et qu'on l'a envoyé paître. Oui, j'ai souvent dit que c'était une grave erreur de l'Occident. Les discours qu'avait fait Poutine à Munich il y a 20 ans étaient des discours où il proposait, il l'a fait 2 fois, d'ouvrir des négociations pour la rentrée de la Russie dans l'Union européenne. Il n'a pas été entendu, il n'a pas voulu faire l'erreur ou suivre la voie des Turcs qui a demandé à entrer à l'Union européenne et qui s'est fait ensuite humilier et qui ne sont pas rentrés pour des raisons qu'on peut accepter ou refuser. Et donc lui a dit, vous voulez pas de moi, je veux plus de vous. C'est une énorme erreur. Moi, à l'époque, je considère que la Russie est une nation européenne. On aurait dû accepter, et Poutine a pris cette direction. Est-ce qu'il l'aurait pris de toute façon? Personne n'en sait rien. En tout cas, il avait tendu la main. Voilà, alors je voudrais revenir à cette consolation de l'avenir, on va en parler juste, après cette petite pause, et on va revenir à la consolation parce que il y a tant de choses à dire. Et vous aurez la parole 0826 300 300, nous sommes toujours avec Jacques Attali jusqu'à 14h. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ce sont des vrais messages de... Toujours avec Jacques Attali qui vient nous voir pour son livre Histoire et avenir de la consolation aux éditions Flammarion. Et nous avons un auditeur qui nous appelle depuis Paris, c'est Samy. Bonjour Samy. Oui, bonjour Samy. Bonjour André, bonjour tout le monde, bonjour Monsieur Attali. Bonjour. Si je peux me permettre, en fait, j'ai écouté brièvement votre intervention. Je voudrais juste apporter une petite critique, si vous me le permettez. C'est quand vous avez parlé en fait de souverainisme et de l'Europe. Et je suis désolé si je peux me permettre d'être contre ce que vous avez dit. Je ne pense pas que l'Europe a apporté le moindre souverainisme. Et aujourd'hui, je pense que en France, on a besoin de plus de souverainisme
plus que jamais. L'exemple parlant, c'est il n'y a plus de souverainisme industriel, il n'y a plus de souverainisme alimentaire. L'exemple de l'Ukraine, elle n'est même pas dans l'Union européenne, c'est l'Ukraine qui fournit en fait nos marchés. Les poulets. Et, on ne sait pas comment ça, on sait pas comment ça va se terminer, parce que si demain il n'y a plus d'Ukraine, je ne sais pas comment ça va se passer au niveau de l'inflation. C'est juste une question, une réponse rhétorique. Donc je suis désolé, le souverainisme est devenu juste un slogan. Et comparativement à l'ex-URSS ou même la Russie maintenant, que je ne porte pas dans mon cœur, la seule différence c'est qu'à l'époque l'URSS, il y avait des oligarques criminels qui sont toujours d'ailleurs en Russie. En Europe, on a juste des holdings en fait, mais entourés d'une juridiction suprême en fait et d'un législateur. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc je suis désolé, en France, il faut vraiment qu'on retourne à un souverainisme industriel, sanitaire par rapport aux ruptures de médicaments et des soins de santé, alimentaire par rapport à l'Ukraine et ce qui se passe et la crise des agriculteurs. Donc c'est fini. Les slogans du souverainisme, comme ça dans les médias, juste le dire, c'est fini en fait. Tout le monde s'est réveillé et là, quand l'assiette est presque vide, les bouchées sont doubles. Donc non. Merci. Ok, Samy. Oui. Oui, je comprends rien à ce qui vient d'être dit, mais je vais quand même essayer de répondre. J'ai jamais dit qu'il y avait du souverainisme et que tout marchait très bien. J'ai dit exactement le contraire. J'ai dit qu'il fallait créer les conditions pour que nous soyons moins dépendants de nos fournisseurs, et j'ai dit qu'il fallait pas dépendre de plus de 25% de nos fournisseurs et qu'on ne l'était pas. Voilà. Mais c'est pas ce que je veux pas porte-parole de Samy, mais ce qu'il veut dire, c'est que l'Europe ne prend pas cette direction du scénario du pire que vous avez évoqué. Si maintenant, depuis quelques mois et de quelques années, je pense que récemment, depuis 2 ans, si vous écoutez Thierry Breton, mais encore faut-il l'écouter, et ce qu'il dit n'est pas toujours idiot, loin de là. Il est très favorable à un souverainisme européen. Maintenant, c'est comme un grand paquebot, ça se réoriente pas. Il y a eu des erreurs énormes. Les États-Unis ont le même. Les États-Unis n'ont pas de puces pour leurs propres superconducteurs. Ils dépendent de le calculateur. Ils dépendent des Chinois et ils dépendent de Taïwan. Nous ne sommes pas les seuls dans cette situation de dépendance. Tous les pays sont dans cette situation de dépendance. Maintenant, si ce monsieur voulait dire qu'il faut un souverainisme français, ça c'est absurde de mon point de vue. Parce que la France, elle toute seule, ne pourra pas assurer sa souveraineté. Elle peut l'être en partageant les enjeux avec ses partenaires européens. Ah mais oui, il n'y a pas assez de souverainisme européen et je pense que tout le monde maintenant est d'accord pour dire qu'il faut y aller. Oui, le seul problème, c'est que le souverainisme européen, est-ce qu'il existera ou pas? C'est un vrai problème. Mais là, on refera tout le monde est d'accord. Je pense qu'on va faussement se battre au niveau des élections européennes là-dessus, parce que tout le monde est d'accord pour dire oui, il le faut. Maintenant, il y a des gens qui vont dire ce que dit ce monsieur, c'est-à-dire qu'on n'a rien fait dans le passé. Mais cela défendait plutôt un souverainisme français qui ne peut pas fonctionner. Jacques Attali, le problème, c'est que quand l'Europe, par exemple, je ne vais pas revenir sur le truc précédent, quand c'est la Commission européenne qui décide en matière de santé, sur les achats, et encore une fois on les provoque, l'antivax, ça n'a rien à voir, sur les achats par exemple de Pfizer et compagnie, où est la souveraineté de l'Europe? L'opacité, vous avez vu que pendant des mois jusqu'à présent, on ne connaît pas le contenu des contrats. Ça n'a rien à voir avec la souveraineté, c'est un sujet sur lequel je ne connais rien, donc je ne peux pas me prononcer. Sur la question de la souveraineté, qu'il y a un organe chargé de créer les conditions d'une politique industrielle, c'est très bien. Maintenant, il y a un Parlement européen, il doit exercer son contrôle. Par exemple, vous dites aujourd'hui De Gaulle, qui était sorti du commandement intégré de l'OTAN. Vous, les conditions n'ont plus rien à voir, c'est-à-dire que ce que prônait De Gaulle à l'époque, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. C'est un sujet complètement différent. Là, on parlait de l'Union européenne, là, vous me parlez de l'OTAN. Non, oui, mais je veux dire qu'aujourd'hui, on est arrimé à l'OTAN. Ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Le sujet, vous parlez de l'OTAN. Non. Moi, je suis pour, depuis toujours, que l'Europe ait une capacité de défense autonome, qui est une armée européenne, une industrie de la défense européenne. On serait plus dans l'OTAN à ce moment-là. Non, on pourrait très bien avoir une alliance avec les États-Unis et rester dans l'OTAN. D'ailleurs, il y a différents niveaux d'être dans l'OTAN, dans le commandement intégré, etc., etc. Il n'y a pas de raison de sortir. L'OTAN, c'est l'alliance des démocraties imparfaites, avec beaucoup de défauts, de toute nature, je le sais très bien. Mais je préfère être dans l'OTAN que dans un pacte avec la Russie. Sauf qu'il n'y a plus de pacte de Varsovie. Oui, il n'y a plus de pacte de Varsovie, mais il y a l'équivalent avec la Russie à elle toute seule. Alors, on va revenir à la consolation parce que ça nous importe et que ce livre nous importe. Vous avez parlé de la consolation de l'avenir et de la consolation préventive, Jacques Attali. La consolation, d'abord j'essaye de donner quelques recettes sur comment on peut se consoler par la lecture, par la musique, par le chocolat, par les conversations, par l'écoute des autres, par des gens dont c'est le métier,
psychanalyste ou psychologue, par le divertissement aussi. Par le divertissement, qui est l'essentiel aujourd'hui. Il y a plein de façons aujourd'hui de se consoler. J'essaie d'en donner la liste. Il y a une consolation dont on ne parle pas assez, qui est une banalité, qui est ce que j'appelle la consolation préventive. La meilleure façon de vous consoler, c'est d'éviter d'avoir à vous consoler. Donc c'est de créer les conditions. Si vous voulez ne pas avoir à vous consoler d'un chagrin d'amour, il faut tout faire pour que la rupture n'ait pas lieu. Si vous voulez ne pas avoir à vous consoler de la mort de quelqu'un, il faut tout faire pour éviter qu'il meure aussi longtemps que ça se c'est pour ça que je dis préventive, dans les limites de ce que la nature humaine nous permet de le faire. Et puis ensuite, il faut voir que la consolation est en train de prendre des formes. Vous avez parlé de divertissement, mais il y a des formes nouvelles qui arrivent, qui ne sont pas de la science-fiction. Par exemple, on peut, et on a déjà commencé à le faire, de mettre en ligne des avatars qui vont tenir compte de tout ce que vous avez écrit, dit dans le passé, vous, André Berkoff, et qui permettront à vos amis de converser avec vous après votre mort, de vous poser des questions, de vous demander votre avis, et avec votre voix, votre visage, sous forme, pour l'instant, d'image, et plus tard, c'est-à-dire dans quelques années, assez rapidement, d'hologramme, vous répondrez d'une façon très naturelle, comme si vous... Avec vos textes, avec mes textes, avec etc. Vos textes et ce qu'on peut induire, non pas déduire, mais induire de vos textes pour en tirer des expressions nouvelles sur des sujets nouveaux. Et comme vous êtes prolixe, vous avez beaucoup écrit, beaucoup lu, beaucoup parlé, ce sera pas difficile de faire quelque chose d'assez... Ça vous effraie pas? C'est pas effrayant, ça, Jacques? Je ne trouve pas que ça soit effrayant. Je trouve qu'au contraire, l'idée de rester... ça renvoie à l'idée de la résurrection, c'est ça. La cryogénisation. Non, mais la résurrection religieuse, même la résurrection au sens de la transmigration des âmes. On verra chacun d'entre nous être présent. La consolation sera plus facile quand on quand on pourra. Maintenant, il manquera l'essentiel de la relation, c'est-à-dire le toucher. Ça, c'est clair. C'est le toucher, l'odorat. Enfin, on ne sait jamais. Juste pour savoir, en fait, qu'est-ce qui fait que... Vous savez, c'était, je ne sais pas, je crois que c'est René Char qui a dit « La mort ni le soleil ne peuvent se regarder en face ». Est-ce qu'au fond, la consolation, et c'est très bien la réécriture, mais au fond, on sait que c'est un pis-aller, mais on le fait quand même parce qu'on n'a pas le choix. Oui, nous sommes mortels. Et j'aime beaucoup cette phrase, je crois qu'elle est de Lévinas, qui disait même si on est mortel, le fait d'avoir vécu est immortel. Ah ouais, c'est joli. C'est l'éternité dans l'instant. Enfin, je veux dire... Non, c'est pas l'éternité dans l'instant, c'est le fait qu'on a vécu est là pour toujours. Louis XIV a vécu, ou le moindre paysan anonyme du temps de Louis XIV, il a vécu, et ça, c'est immortel. C'est vrai. Et puis c'est un fait brut. Voilà, c'est un fait immortel. Donc voilà, on a vécu en tout cas cet instant, cette heure avec Jacques Attali. Ça restera. Alors demain, vous aurez peut-être des archives où vous aurez nos hologrammes qui referont la discussion et on ira encore plus loin parce qu'on pourrait rester des heures. Merci d'avoir été là, Jacques Attali, et consolez-vous, lisez le livre. Il y a un auditeur qui nous dit que ça a déjà été fait un peu dans une émission avec Thierry Ardisson qui avait fait l'Hôtel du Temps, où il faisait reparler des personnalités décédées grâce à l'intelligence artificielle. Donc c'est ce que dit Monsieur Attali. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On rappelle votre livre Histoire et avenir de la consolation aux éditions Flammarion. Merci beaucoup André Berkoff d'avoir animé l'émission. Demain vous revenez pour la culture à 13h. Absolument, avec les confidences d'un astronaute tout à fait passionnant d'ailleurs. On ira dans les étoiles. Ça sera avec Céline Alonso à partir de 13h. Demain ce sera Alexis Poulain qui sera aux commandes à partir de midi. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300.